Ici, la voix de l'Amérique. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. On commence par les titres de cette édition. Fin du dialogue national au Cameroun. Les participants à ces assises convoquées par le président Paul Biya se sont séparés ce vendredi après 5 jours de consultation. Nous reviendrons sur leur résolution dans ce journal. En Tunisie, le deuxième tour de la présidentielle se prépare et la campagne bat son plein. Et comme nous le verrons, ce scrutin est très attendu par les femmes qui sont déterminées à faire entendre leur voix. Ici aux États-Unis, les démocrates tentaient d'accélérer ce vendredi leur enquête visant à destituer le président Trump. Une situation qui renforce les divisions politiques avec en ligne de mire la présidentielle de 2020. Bonsoir. Commençons par le Cameroun où le grand dialogue national a pris fin ce vendredi après 5 jours de débats. Il préconise notamment la décentralisation et prévoit un statut spécial aux 2 régions anglophones du pays. Le fédéralisme demandé par plusieurs personnalités anglophones n'est plus à l'ordre du jour et le président Paul Biya a ordonné la libération des détenus. Les précisions avec Irénée Herman-Umbo. Ce vendredi, dernier jour du dialogue national, 2 tribunaux militaires ont ordonné la libération de 102 détenus. Mais aucun des dirigeants séparatistes déjà condamnés ne figure parmi les personnes libérées. Ça va ouvrir les voies pour que la paix revienne dans les provinces, dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Parce que c'est ce que tout le monde attendait. Nous disons que nous apprécions la décision qu'ils viennent de prendre et nous espérons que les décisions à venir vont faire en sorte, avec même les recommandations que nous venons de faire lors de ce grand dialogue national, que quel que soit le cas, les choses ne devront pas rester, le statu quo doit changer. 8 commissions ont travaillé à huis clos et ont présenté des rapports adoptés en séance plénière. La commission sur la décentralisation a proposé entre autres l'octroi d'un statut spécial aux régions du nord-ouest et du sud-ouest. La suppression du statut de délégué du gouvernement nommé par Yaoundé. Ils devront être élus dans ces régions qui vont bénéficier d'une plus grande autonomie financière. Les participants ont adopté également la reconnaissance de la double nationalité, la représentation des Camerounais de l'étranger au Parlement. Ce grand dialogue s'est aussi prononcé sur la création d'une commission vérité, justice et réconciliation, le renforcement de l'anglais dans les administrations et les services publics. L'ensemble de ces résolutions seront soumises à l'appréciation du chef de l'État Paul Biya, qui avait lui-même appelé à ce dialogue national. Pour parler de cette actualité et des implications de ce grand dialogue national au Cameroun, accueillons de Milan Jean-Claude Mbédé Fouda. Il est consultant et porte-parole de la diaspora camerounaise en Italie. Jean-Claude Mbédé Fouda, bonsoir et merci d'être avec nous. Le grand dialogue national a donc fermé ses portes à Yaoundé. Qu'est-ce que vous en retenez ? Nous retenons que ce fut une rencontre fortement courue qui a été fortement désirée, voulue par l'ensemble des Camerounais. Ce sont des assises qui ont été fortement courues, donc comme je le disais, la preuve, on peut dire que tous les leaders anglophones qui comptent y ont participé. Sur les 9 candidats à l'élection présidentielle, au moins 8 étaient présents à l'exception de celui qui est incarcéré. On peut également dire que la diaspora, on a vu des gens partir de partout pour y assister. Donc on peut dire que voilà, c'est des assises qui étaient porteuses de beaucoup d'espoir pour les Camerounais, des assises de la dernière chance. Et si les résolutions qui ont été prises seront mises en pratique, eh bien le Cameroun peut renaître de ses cendres. Alors la crise anglophone à l'origine de ce grand dialogue national va-t-elle prendre fin? L'une des recommandations de ces assises, c'est ce statut spécial qui devrait être attribué donc aux 2 régions anglophones du Cameroun. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Alors, les anglophones demandaient le fédéralisme, un peu comme au Nigeria.
la classe politique et l'opinion publique demandaient la décentralisation autant que le gouvernement. Eh bien, on a coupé la poire en deux, on a trouvé le juste milieu, le fédéralisme fait peur, la décentralisation est rejetée. Eh bien, on a trouvé ce statut spécial qui, en fait, est une affaire de contenu. Eh bien, vous savez, en termes de gestion et de gouvernance locale, lorsqu'on y met des fonds et des financements, le problème peut être résolu parce que le premier problème au Cameroun pour les élus locaux, c'est de trouver les fonds. Or, le statut spécial confère justement des financements spéciaux à ces deux zones fortement sinistrées. Même si on peut craindre qu'une zone comme l'extrême nord du Cameroun, qui est enclin à affronter Boko Haram, puisse également revendiquer un statut spécial. Alors, la diaspora camerounaise est restée très active avant et même pendant ce dialogue. Certaines des attentes qui étaient les vôtres semblent avoir été prises en compte. Votre sentiment en quelques mots? Pour nous, la diaspora, le premier problème était celui de la prise en compte de notre existence et donc de la double nationalité. Le Cameroun a une des diasporas les plus en vue et les plus actives, mais les plus rejetées depuis le pays. Donc voilà, nous sommes satisfaits parce que la double nationalité a été proposée au président de la République. Nous croyons que si cela est mis en œuvre, eh bien la diaspora pourrait désormais contribuer au développement du Cameroun. C'est entendu. Jean-Claude Mbédé, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes consultant et porte-parole de la diaspora camerounaise en Italie. En Tunisie, la campagne présidentielle a démarré pour le second tour qui aura lieu dimanche 13 octobre selon l'instance électorale. Ce scrutin ainsi que les législatives de dimanche est très attendu par les femmes qui espèrent faire progresser davantage la parité des sexes. C'est un reportage de Lisa Brown, récit Blanche Sano. Ils sont plus de 15 000 candidats qui se disputent les 217 sièges de l'Assemblée des représentants du peuple. Parmi eux, la candidate Samira Chawachi. Elle apparaît largement dans les médias en tant que porte-parole du parti Cœur de la Tunisie, dirigé par le candidat à la présidence emprisonné Nabil Karoui. Il y avait un quota pour les femmes, en fait. C'était la demande de tous les progressistes en Tunisie, les activistes dans les droits de la femme. Mais après la révolution, c'est la compétence qui parle. Il faut lutter au sein des partis pour être femme leader dans le parti. Nous n'avons aucune difficulté à trouver des candidates, mais à faire en sorte que les partis les placent en tête de la liste, ça c'est un combat. Les femmes tunisiennes jouissent depuis longtemps de droits rarement vus ailleurs dans le monde arabe. Elles ont rapporté près de la moitié des sièges aux élections municipales de l'année dernière et représentent près du tiers du Parlement tunisien actuel, contre un cinquième seulement au Congrès américain. La capitale, Tunis, a sa toute première femme maire, issue du parti islamiste modéré Ennahda. Mais le nombre de femmes en tête de liste lors des votes est généralement de 10%. Nous ne sommes pas satisfaits des 10%. Nous aimerions faire plus et espérons que nous ferons mieux à l'avenir. Les gens perdent espoir et ils ne sont pas tellement impliqués. Ils n'aiment pas avoir une autre mauvaise expérience. Mais la candidate Chawachi pense qu'il n'y a pas lieu de faire marche arrière. Pour elle, les Tunisiens sont maintenant à l'aise d'élire des représentantes, même si elles ne sont peut-être pas encore prêtes à devenir des femmes chefs d'État. Les Nations Unies s'inquiètent des conditions de travail des ressortissants nord-coréens à l'étranger, réagissant à une enquête publiée par VOA révélant les activités illicites de la Corée du Nord au Sénégal. Thomas Ojea Quintana, rapporteur spécial américain sur les droits de l'homme pour la Corée du Nord, estime que ce qui se passe au Sénégal est tout à fait révélateur de la situation du système en vigueur en Corée du Nord pour les travailleurs à l'étranger. Quintana souligne que l'enquête de la VOA indique que le système reste tel qu'il a été conçu depuis le début. Selon des documents examinés par la VOA, ces travailleurs sont payés environ $120 par mois après avoir versé une partie importante de leur salaire au gouvernement nord-coréen. La Corée du Nord est toujours sous le coup des sanctions de l'ONU. 2 ans après l'embuscade djihadiste au Niger, près de Tongo qui a coûté la vie à 4 soldats américains et 4 Nigériens, les États-Unis ont promis 2 récompenses pouvant atteindre jusqu'à $5 millions en échange d'informations pour localiser le chef local du groupe État islamique.
La première récompense peut aller jusqu'à 5 millions de dollars pour toute information permettant l'identification ou la localisation d'Adnan Abou Walid el-Sahraoui, chef de l'État islamique dans le Grand Sahara, organisation terroriste qui a revendiqué l'embuscade. C'est du moins ce que déclare un responsable du département d'État. Ouvrons cette section Amérique par les chiffres de l'économie. Le taux de chômage a reculé à 3,5% et l'économie américaine a créé 136 000 emplois le mois dernier. C'est moins que ne l'espéraient les analystes, mais le marché de l'emploi s'est révélé bien plus robuste qu'initialement estimé au mois d'août. Les créations d'emplois aux États-Unis sont restées solides en septembre et le taux de chômage est tombé à son plus bas niveau depuis décembre 1969. Une très bonne nouvelle pour le président Donald Trump qui a cherché à en tirer un avantage politique en se demandant pourquoi destituer un président qui fait si bien. À propos justement de la politique américaine confortée par des SMS montrant que la diplomatie américaine a conditionné une rencontre du président ukrainien avec Donald Trump à l'ouverture d'une enquête de Kiev sur Joe Biden et son fils, les démocrates accéléraient ce vendredi leur enquête visant à destituer le président Trump. Les émotions sont vives à Washington. Cette bataille sur la présidence Trump risque d'aggraver la forte division politique aux États-Unis au moment où la campagne présidentielle de 2020 commence sérieusement. Les précisions dans ce reportage de Jim Malone et Arzuma Compaoré. À la Maison-Blanche, le président Trump se bat contre la procédure de destitution annoncée par les démocrates. Les gens se demandent comment est-ce que je réagis face à cette situation, parce que c'est une fraude. Et pour cette raison, et aussi parce que je sais que j'ai raison et que je fais un excellent travail pour le peuple américain, je suis très très heureux et fier de comment je vis. Trump a également intensifié ses attaques contre les médias américains. La plupart est corrompue. Vous avez des médias corrompus dans ce pays, de véritables ennemis du peuple. Je vous remercie. Pendant ce temps, les démocrates au Congrès se concentrent sur la conversation du président avec son homologue ukrainien. Une conversation dont le contenu pourrait conduire à sa destitution. Le contenu et le but de l'appel tel que publié par la Maison-Blanche ne font l'éloge que des efforts politiques personnels du président visant à nuire l'un de ses adversaires politiques. Il s'agit d'un abus de pouvoir et d'autorité qui dépasse tout entendement. La bataille de mise en accusation crée déjà une division entre les partisans de Trump et ses adversaires politiques, ce qui pourrait aggraver la fracture déjà palpable dans le pays. La polarisation augmente et s'intensifie et il faut s'attendre à un conflit de plusieurs mois autour de cette question. Le débat sur la destitution devient ainsi un enjeu majeur pour la présidentielle de 2020. Les 5 à 8 prochaines semaines nous diront davantage sur l'élection présidentielle de 2020, beaucoup plus que les 3 dernières années. Trump n'est pas un novice en matière de bataille politique et la prochaine pourrait bien être un moment décisif de sa présidence. Également dans l'actualité, à l'Irak, la plus haute autorité religieuse chiite du pays exhorte le gouvernement et les députés à répondre au plus vite aux demandes des manifestants. Au moins 37 personnes sont mortes en 4 jours de manifestation. Le grand ayatollah Ali Sistani a dénoncé des attaques inacceptables à l'égard des manifestants pacifiques. Jugeant que des réformes étaient obligatoires, l'ayatollah Sistani s'en est pris au Premier ministre et au président irakien, mais a fait porter la plus grande responsabilité de la gabégie aux députés. Un couvre-feu a été décrété dans la capitale et des villes du sud, mais les manifestants sont sortis massivement, occasionnant parfois des batailles rangées. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VO Afrique.
Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, les titres de cette seconde partie de votre journal. S'évader vers une autre dimension, c'est possible et c'est ce qui se passe au Comic-Con à New York. Un rendez-vous entre les fans et leurs acteurs préférés que Dili Diko a couvert pour nous. Dans ce journal, nous parlerons également de mode. Nous irons à Madagascar pour rencontrer Sitraka Rakoto qui s'efforce de promouvoir les tenues traditionnelles. De la fiction à la réalité, l'expérience se vit au Japon où un hôtel high-tech a décidé d'utiliser des personnages virtuels pour accueillir les clients à la réception. Si 8 heures de sommeil n'est pas la formule pour certains, qu'en est-il d'une courte sieste? Une nouvelle étude suggère que ces siestes peuvent réduire jusqu'à 48% les risques d'accidents cardiovasculaires et cérébraux. Karina Bafrazing a visité un studio qui croit au pouvoir d'un bon sommeil. Son reportage est rendu ici par Michel Joseph. Selon une nouvelle étude du Centre américain de contrôle et prévention des maladies, près du tiers des Américains, 35%, ne dorment pas assez. Le studio Recharge Power Nap essaie de trouver la solution ici même à Washington. L'importance du sommeil se situe entre la sieste et l'état d'éveil où l'activité cérébrale est au ralenti, ce qui vous aide à vous reposer. Ce n'est pas que vous dormiez, c'est juste un état de repos pour vous sentir mieux après, être plus productif, plus énergique. L'idée d'une petite sieste, ne dépassant pas une demi-heure, a été développée dans les années 90 par le psychologue américain James Maas. Ses recherches montrent que faire une sieste ne signifie pas forcément s'endormir, mais que certaines conditions doivent être réunies comme une lumière tamisée, une température fraîche et un environnement calme. Je me sens vraiment mieux. Je suis plus gentille avec les gens lorsque je viens ici. Et si je ne reviens pas au bout d'une semaine ou deux, je peux certainement dire que je redeviens très stressée. J'ai toujours aimé méditer et me détendre. Mais en ce moment, j'ai un enfant de 5 mois à la maison et c'est donc ma chance, au milieu d'une journée de travail, de pouvoir dormir davantage et de me détendre un peu. Le studio Power Nap, le pouvoir du sommeil, est ouvert depuis plus de 3 ans à Washington. Une sieste de 20 minutes coûte $9, mais pour les clients, c'est un petit prix à payer pour une meilleure santé, pour recharger rapidement les batteries et reprendre avec enthousiasme une journée remplie. Voilà, une petite sieste à la fin de ce journal s'impose donc. Que vous y veniez pour être vu ou plutôt pour voir, prendre la pause dans un costume tout droit sorti d'un film de science-fiction ou serrer la main d'un de vos acteurs préférés pour repartir à la maison avec un autographe, le Comic-Con de New York est fait pour vous. Un événement hors du commun, à la fois pailleté et intrigant, qui, le temps de quelques jours, permet de s'évader vers une autre dimension. Dili Diko, notre correspondante à New York, s'est rendue sur place. Découvrons. Malgré le mauvais temps, le centre de convention de New York était plein à craquer à l'ouverture du New York Comic Con. Les fans venus partager leur passion pour les comics, à savoir les bandes dessinées, se disent prêts pour cet événement annuel de 4 jours. Même le capitaine Jack Sparrow des Pirates des Caraïbes, qui à son habitude préfère dormir sous un cocotier, faisait partie des nombreux visiteurs. Je suis là aujourd'hui parce que c'est un super événement. Vous savez, vous pouvez rencontrer beaucoup de personnes très intéressantes et vous pouvez admirer les costumes. En réalité, c'est un peu bizarre pour moi parce que ceci n'est pas mon travail habituel. Mais comme vous le voyez, je me promène ici et je passe un bon temps. Désormais, le Comic-Con ne se limite plus aux BD.
Le développement de l'industrie du cinéma, la démocratisation et l'accessibilité des productions des grandes maisons telles que Marvel ou DC Comics ont fait qu'au fil du temps, le Comic-Con est devenu plus mainstream. Il s'est ouvert à la culture pop et donc aux séries télé, aux jeux vidéo et aux gadgets de collectionneurs. Cette année, les grandes stars du show sont le Joker, le méchant culte de Batman, mais aussi Harley Quinn, un personnage féminin qui existe depuis 1993, mais qui a été popularisé en 2016 suite à la sortie du film Suicide Squad. C'est une nouveauté de voir désormais non pas des héros, mais des méchants en tête d'affiche, comme c'est le cas cette année. Quelle que soit votre préférence, le point commun entre les fans est l'amour des costumes. Actuellement, je porte un costume de Galaxy Thanos. Galaxia Thanos, plutôt. J'ai confectionné ma tenue en faisant le ceinturon et la jupette. J'ai quand même acheté quelques éléments que j'ai recouverts de strass. J'ai également acheté ce casque et ce gant. Les costumes ont donc une place primordiale au Comic-Con, mais ceux qui viennent dans leurs vêtements de tous les jours sont également les bienvenus. Merci Dili Diko. De New York, direction Madagascar, où Citraka Rakoto, l'une des créatrices émergentes de Madagascar, espère transformer l'industrie de la mode locale et inciter davantage de personnes à acheter des tenues traditionnelles sur le marché national. Blanche Sanou nous en dit plus. Faire briller la haute couture malgache, c'est la mission première de Citraka Rakoto. Un pari presque réussi, car le travail de la designer dans le secteur de la mode suscite à présent de l'intérêt. Âgée de 35 ans, elle a lancé sa ligne de mode à Antananarivo il y a 2 ans. Ses broderies complexes et ses illustrations colorées ont déjà attiré l'attention des États-Unis et de l'Asie. Mon travail est ma passion. Tout mon temps est consacré à mon travail et j'aime ce que je fais. Pour Rakoto, le secteur de la mode malgache a encore beaucoup à faire. Avec environ 80% de la population gagnant moins de $2 par jour, le pouvoir d'achat des consommateurs est faible. Et un afflux de vêtements chinois à la mode et bon marché rend difficile la concurrence pour les tenues fabriquées localement. Mais la jeune designer ne se décourage pas. Elle a dévoilé sa dernière collection lors d'une récente foire dans la capitale. La plupart des Malgaches ne voyagent pas faute de moyens. Alors, je me suis dit que je vais les inviter à voyager à travers ma collection. Aujourd'hui, elle vend ses créations à des clients nationaux et internationaux via des plateformes de médias sociaux. Tout est beau, même si je n'avais pas l'intention d'acheter quoi que ce soit. Ça me donne envie de l'acheter. Et tant mieux, c'est en vente. Récemment, elle a ouvert un magasin à Antananarivo dans l'espoir de changer la perception des Malgaches envers la mode tout en les incitant à faire leurs achats auprès de designers locaux. Sport à présent, football féminin. Les matchs allés se poursuivent pour les qualifications pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Poursuite aussi des qualifications pour l'Euro 2020, sans oublier le Mondial Rugby 2019 qui se joue actuellement au Japon. Cette actualité sportive en Afrique et dans le monde est développée par Nanit Talani. Aujourd'hui, en match aller du 3e tour éliminatoire des Jeux Olympiques Tokyo 2020 de football chez les dames, le Ghana va croiser le Kenya. Hier, à Abidjan, les footballeuses ivoiriennes ont tenu tête aux Nigérianes, championnes d'Afrique en titre avec un score nul partout. Les Camerounaises ont battu les Congolaises de la RDC par 2-0. Qualification Euro 2020, le défenseur de Lyon Jason Denayer et le milieu offensif de Manchester City Kevin De Bruyne, tous deux blessés, ne figureront pas dans la sélection belge retenue par Roberto Martinez, selon la liste dévoilée par le sélectionneur espagnol des Diables Rouges ce vendredi à Anvers. Platini n'est plus suspendu par la FIFA, mais le FIFA Gate demeure et Platini reste toujours hors jeu. L'attribution de la Coupe du Monde 2022 au Qatar par l'instance mondiale fait toujours l'objet d'une enquête par la justice française. Mondial 2019 rugby, large victoire de l'Afrique du Sud sur l'Italie. L'Afrique du Sud, cataloguée parmi les prétendants à la victoire finale, a remporté à Shizuoka un large succès face à l'Italie, 49-3, qui lui en trouve les portes des quarts de finale de la Coupe du Monde. Tout
Toujours mondial rugby, la rencontre Angleterre-Argentine fait craindre. Entre l'Angleterre sûre d'elle et qui peut être la première nation à rallier les quarts de finale de la Coupe du Monde et l'Argentine au bord de l'élimination, le choc promet demain samedi à Tokyo. De leur côté, les Bleus n'ont pas le temps de se relâcher. 4 jours après le succès contre les États-Unis, la France vise les 4 points de la victoire face au Tonga dimanche à Kumamoto pour ouvrir peut-être la porte des quarts de finale de la Coupe du Monde. Quant au Japon, porté par tout un pays, il doit battre les Samoa demain samedi à Toyota pour entretenir le rêve d'une qualification historique pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. Merci Nanit Talani. Au Japon, la science-fiction est transformée en une réalité. Un hôtel high-tech utilise des personnages virtuels à la réception. Un logiciel de reconnaissance faciale détecte l'humeur des clients et des empreintes de dinosaures vous amène à l'ascenseur. Arash Arabazaki de VOA nous promène dans ce futur. C'est un récit de Thierry Kaoré. C'est l'heure de l'enregistrement dans cet hôtel à Tokyo. Salut! Bienvenue à l'hôtel Hena. Situé à quelques minutes de route du plus ancien temple bouddhiste du Japon, l'hôtel ultra-moderne Hena est doté d'une technologie de pointe. Nous pouvons réunir notre personnel sur des tâches plus importantes. Au Japon, la population et la main-d'œuvre diminuent. Il y a donc un réel besoin d'une technologie de ce genre. Alors que la population japonaise vieillit face à la baisse du taux de natalité, les entreprises cherchent à autonomiser les emplois pour faire face à la pénurie de main-d'œuvre qui se profile à l'horizon. Waouh! C'est la première fois que je vois un humain! Alors c'est plutôt amusant, peut-être que si j'amène mes enfants, ils seront vraiment heureux. La technologie a coupé le souffle, ravi de nombreux clients, mais pas tous. Pour les Européens, nous aimons avoir une sorte de contact que vous connaissez. Par là, quelqu'un de vrai, car pour nous, c'est un peu froid. Ici, tout n'est pas à la pointe. Les vêtements à vapeur dans les chambres ou les serrures à bagages ne sont vraiment pas à la pointe de la technologie. Mais la direction de l'hôtel a l'œil tourné vers l'avenir. Il y aura beaucoup de technologies à venir. Nous prévoyons de changer constamment pour devenir un hôtel où les gens pourront profiter des dernières technologies. Les appareils de haute technologie parlent anglais, chinois, japonais et coréen. Récemment, l'hôtel ne disposait pas de personnel humain, mais la direction a dû retirer la moitié de l'électronique face à des plaintes de certains clients. Et cette expérience qui nous parle au Mali, parcourir 500 km à pied à travers le Mali pour interpeller les autorités sur l'état désastreux de l'école de son village. C'est le défi que vient de relever un professeur d'allemand d'une trentaine d'années déterminé, dit-il, à faire bouger les lignes en pause comme sur le goudron chaud de la route, sous le soleil comme sous la pluie. Tikoro Dabo a marché pendant 12 jours du 18 au 30 septembre en pleine rentrée scolaire. Et c'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et à vous d'avoir suivi. Demain est un autre jour. Excellent week-end à toutes et à tous.